La dot de Marie-Amélie Thefzer, chapitre 8. François Thefzer s'était levé très tôt ce vendredi matin. Il avait 1000 choses à faire en cette veille de mariage. La première, et la plus importante, était la rédaction du contrat de mariage. Plutôt qu'un régime de séparation de biens par lequel chacun des deux époux administre ses biens, mais qui prévoit aussi que la femme pourvoit aux charges du ménage en abandonnant à son mari un tiers des revenus, François préférait le régime de la communauté réduite aux acquits, biens acquis pendant le mariage, avec une clause de séparation des dettes antérieures au mariage. En effet, Ernest de Montolivet, lieutenant dans le régiment des chasseurs d'Afrique, avait peut-être une double vie et menait à l'insu de sa famille grand train, sans en avoir les moyens. Son père, Marc, était comte de Montolivet et possédait en Provence des terres cultivées par des fermiers. Cette noblesse d'empire flattait François, qui avait cependant conscience de la maigre fortune de la famille dans laquelle sa fille allait entrer. Pour cette raison, il avait proposé de donner à sa fille, en dot, un immeuble bourgeois, 6 rue La Mauricière à Tlemcen. Les jeunes époux pourraient se loger dans un des appartements et Ernest pourrait louer les 3 autres. Le produit des loyers serait la contribution de Marie-Amélie aux charges du ménage. Ernest était officier et sa solde devait permettre au jeune ménage de vivre très correctement. François avait demandé à maître Pélissier, notaire de campagne, de rédiger le contrat. Ce notaire de Margnat avait toute sa confiance. Il avait réglé la succession de son père et rédigé tous ses actes de propriété, aussi bien la maison et les terres qu'il possédait à Margnat que les immeubles qu'il avait achetés à Tlemcen. La famille du futur marié viendrait avec son propre notaire, maître Bugeaud. Ce dernier, pensa François, était bien trop vieux pour réagir aux propositions qu'on lui ferait, et Marc de Montolivet n'avait aucun sens des affaires. François arriva vers 9h en l'étude de maître Pélissier. Elle était située au rez-de-chaussée d'un petit immeuble neuf de 2 étages. Un clerc vint lui ouvrir et l'installa dans une sombre salle d'attente. Le notaire arriva 5 minutes plus tard. C'était un homme petit, voûté, au corps sec et anguleux. Il portait un habit noir 3 pièces qu'il avait mis pour l'occasion. Lorsqu'il recevait des paysans, il mettait une blouse et un pantalon large. Ce jour était pour lui une consécration, puisqu'il allait recevoir des nobles et un confrère de Tlemcen. « Bonjour, monsieur Thefzer, vous êtes en avance. Nous n'avions, si je ne m'abuse, rendez-vous qu'à 11h. » « Bonjour, cher ami, vous permettez que je vous appelle ainsi, renchérit François, légèrement obséquieux. Je voulais vous voir seul à seul pour vous demander un conseil. »« Entrez, je vous écoute, répondit maître Pélissier en ouvrant la porte capitonnée de son bureau. François expliqua le type de contrat qu'il souhaitait et demanda s'il était possible d'inscrire la clause de séparation de dettes, mais de la passer sous silence lors de la lecture du texte, afin de ne pas froisser la famille de son futur gendre. Maître Pélissier ajusta son monocle, regarda sa montre goussée et releva une mèche grisonnante qui lui tombait sur le nez avant de déclarer solennellement. « Cher monsieur Thefzer, ce que vous me demandez est impossible. Je suis certes votre notaire, mais je suis avant tout un officier ministériel et, à ce titre, j'ai l'obligation de lire l'intégralité du contrat avant de recevoir les signatures. Vous devriez en parler avec monsieur Ernest de Montolivet avant de paraître devant nous. Cela évitera des désagréments. Est-il d'accord, ainsi que son père, pour adopter un contrat de mariage, et plus particulièrement celui que vous proposez ? Mais oui, bien sûr, il souhaite une communauté conventionnelle et j'ai déjà évoqué la clause de séparation de dettes. » François ne s'attendait pas à cette réaction de son propre notaire. C'était bien la peine de l'avoir toujours choisi comme notaire et de l'avoir largement défrayé lors de ses déplacements à Tlemcen. Sur ce, il se leva et salua maître Pélissier. François se rendit ensuite à la mairie, où il avait été élu conseiller municipal. Il possédait dans cette ville une propriété magnifique. La maison de maître, de 300 mètres carrés habitables, lui avait coûté 400 francs le mètre superficiel de construction. Cette maison en pierre blanche avait un toit en terrasse.
Des colonnes corinthiennes soutenaient les 2 étages et la façade style Renaissance. Au rez-de-chaussée, il y avait une salle de réception de 200 mètres carrés dans laquelle le bal serait donné demain soir. Le sol, en marbre de Carrare, avait été nettoyé à l'eau savonneuse, les taches enlevées à l'argile blanche, puis, pour le faire briller, afin que les danseurs glissent sans tomber, les bonnes arabes avaient utilisé la royale, limonade de Youssef Hamoud, avec du sable fin. Une trentaine de leurs invités logeraient dans les 15 chambres d'amis. Léontine, son épouse, s'occupait de toute l'organisation de la réception, il pouvait lui faire confiance. Il arriva devant l'imposante façade de l'hôtel de ville et vérifia que les bans avaient été bien publiés les 2 dimanches précédents. Un employé vint à sa rencontre. « Bonjour, monsieur le conseiller. Vous venez vérifier que toutes les formalités ont été accomplies ?»« Oui, mon cher Mathieu, épluchons le dossier encore une fois. » Ils prirent sur le bureau une épaisse chemise et sortirent. Les actes de naissance des futurs époux, le certificat attestant que M. Ernest de Montolivet avait satisfait à la loi militaire, la permission du ministre de la Guerre, Ernest étant lieutenant des chasseurs d'Afrique, les sommations respectueuses présentées aux parents des futurs époux, Ernest et Marie-Amélie, âgés respectivement de 26 et de 22 ans, pouvaient se marier sans le consentement paternel. Jusqu'à l'âge de 30 ans pour les fils et de 25 ans pour les filles, ils devaient demander conseil à leurs parents par un acte notarié dit acte respectueux, qui devait être signifié par 2 notaires 3 fois de mois en mois. Il ne manquait que le contrat de mariage que François apporterait dans l'après-midi. Il lui restait encore 1 heure à perdre avant d'aller chercher Marie-Amélie pour la conduire chez le notaire. Léontine ne viendrait pas, les arrangements ne concernaient pas les mères. Il se rendit à l'Hôtel de France pour boire un verre et saluer les premiers invités arrivés ce matin. Il y avait peu de monde, il était encore trop tôt. Néanmoins, il retrouva attablé en terrasse le ménage à 3. Le vieux notaire, l'élégante et l'amant. Ce vieux cocu, qui ne se rendait compte de rien, serait facile à manipuler devant maître Pélissier. Héloïse lui fit un petit signe de la main. « Bonjour, monsieur Tevzer, venez vous rafraîchir, il fait déjà si chaud. » C'était une très belle femme, bien que n'étant plus d'une première jeunesse. La trentaine lui allait bien, c'était une femme épanouie. Elle portait une robe en organza, bleu pastel, sur un fourreau en satin blanc, laissant découvrir des épaules rondes et une opulente poitrine. Ses cheveux blonds, relevés en chignon, se devinaient sous sa capeline attachée sous le menton par un voile transparent. Son regard langoureux était une invite à l'amour, et tous les hommes étaient persuadés qu'il leur suffirait d'oser une demande pour obtenir ses faveurs. François, même préoccupé, ne put rester insensible à ce charme, et il appuya son baise-main plus que de raison. Le jeune officier assis près d'elle se leva et tendit la main à François. « Bonjour, monsieur de Montagnac, quel plaisir de vous rencontrer. Mon futur gendre ne tarit pas d'éloges à votre sujet. » François ne s'attarda pas et se retourna vers le vieil homme toujours affalé sur sa chaise qui ne l'avait pas entendu arriver. « Bonjour, mon cher maître, surtout ne vous levez pas, dit-il en lui serrant la main chaleureusement. François commanda une orangeade et leur raconta toutes les difficultés d'organiser un grand mariage qui devait durer 3 jours. À 10h45, il proposa à maître Bugeaud de monter dans son fiacre pour se rendre au rendez-vous. Après avoir attendu Marie-Amélie, qui n'était pas tout à fait prête, ils arrivèrent à l'heure chez maître Pélissier. Marc et Ernest de Montolivet étaient déjà installés dans la salle d'attente, mais comme le souhaitait François, ils n'eurent pas le temps de s'entretenir en privé. Ils entrèrent dans le bureau et s'assirent en demi-cercle sur des fauteuils de velours rouge légèrement râpés devant le bureau de maître Pélissier, qui invita son confrère à prendre place près de lui. Maître Pélissier commença la lecture du contrat d'une voix monocorde et baissa sa voix d'un ton lors de la lecture de la clause de séparation de dettes. Le comte de Montolivet entendit tout de même la proposition et interrompit le notaire pour s'adresser à maître Bugeaud. « De quoi s'agit-il exactement? Vous ne m'en aviez pas parlé ?»
Maître Bugeaud, qui ne voulait pas que son client se rende compte qu'il n'avait pas lu le contrat avant la réunion, lui répondit « Mais mon cher ami, si je ne vous en ai pas touché un mot, c'est parce que c'est une clause classique et habituelle dans ce type de contrat. Rassurez-vous, elle protège votre fils contre les dettes de son épouse et vice-versa. » Le comte se satisfit de cette réponse car il pensait qu'ainsi son fils n'aurait pas à souffrir d'une épouse dispendieuse. François remercia d'un regard maître Pélissier et les signatures furent apposées sans autre incident.